Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo que j'ai prévu de consacrer à un genre littéraire que je lis assez peu habituellement, mais que j'ai un peu plus lu que d'habitude en ce début d'année. Enfin, long début d'année. J'avais commencé l'année en reprenant un livre que j'avais arrêté il y a peut-être plus d'un an, parce qu'il était trop dur, ce qui ne m'arrive pas souvent. Et donc c'est un livre de témoignages, et c'est donc de ça dont je vais parler, c'est du témoignage. Et le livre en question, c'est La fin de l'homme rouge, de Svetlana Alexievitch. Svetlana Alexievitch, elle est assez connue. C'est une journaliste qui a obtenu le prix Nobel de littérature, donc c'est assez exceptionnel. Et elle a consacré donc une grande partie de sa carrière à récolter des témoignages et à en faire des livres. Donc sur plusieurs sujets, on a eu La guerre n'a pas un visage de femme qui était consacré aux femmes dans l'armée soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un livre de témoignages sur Tchernobyl qui s'appelle La supplication. Il y en a eu d'autres sur les enfants qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, sur les soldats qui ont été envoyés en Afghanistan, etc. C'est pas mon premier livre d'elle, c'est toujours aussi génial. Mais La fin de l'homme rouge porte donc sur la chute de l'URSS. Et c'est peut-être le livre d'elle que j'ai lu qui est le plus difficile à lire. Ce qui peut sembler étonnant parce que c'est pas forcément le sujet le plus terrible qu'elle ait déjà traité, mais ce livre est quand même incroyablement dur parce que c'est un recueil de témoignages de personnes qui ont vécu en URSS et certaines de ces personnes ont eu une vie vraiment terrible. Et ces personnes, pour certaines, croyaient véritablement qu'au moins le futur serait meilleur, que au moins se créer le communisme arriverait et que leurs enfants, leurs petits-enfants, les générations suivantes vivraient dans un monde plus prospère, plus égalitaire, moins dur, moins cruel. Et l'URSS s'est effondrée. Et beaucoup de ces personnes, notamment les plus âgées, se sont retrouvées à vivre dans la misère, un peu oubliées de tout le monde, et sans vraiment croire aujourd'hui en un avenir meilleur. Voilà. Donc c'est vraiment peut-être cette absence totale d'espoir avec ces témoignages qui sont particulièrement atroces parfois. Il y a des témoignages de personnes qui ont été dans les camps, qui ont été envoyées dans les goulags. Il y en a même une qui est née dans un goulag. Il y a des personnes qui ont perdu beaucoup de gens de leur famille, qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, qui ont parfois été victimes de violences assez atroces, qui ont perdu tous leurs proches, tous les gens qu'ils aimaient. Et il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir d'une vie meilleure, il n'y a pas d'espoir que ce soit plus facile pour les générations suivantes. Voilà, donc c'est vraiment très désespéré et c'est très difficile à lire. Mais je ne regrette absolument pas de l'avoir lu. C'est... Svetlana Alexievitch, elle parle vraiment à tout le monde. Elle a vraiment récolté des témoignages de beaucoup de personnes différentes qui ont eu des vies très différentes, qui ont des opinions politiques extrêmement diversifiées, et je trouve que c'est vraiment passionnant de voir comment des personnes ont vécu ces grands événements historiques que nous, on peut lire dans des histoires, on peut voir dans des documentaires, mais qu'on n'a pas vécu, et de voir en fait toutes les façons possibles de vivre ces événements, d'interpréter ces événements, de les comprendre, de se représenter le passé, un passé qu'on a vécu ou pas. Voilà. Donc c'est vraiment un livre qui est passionnant, que je vous recommande, voilà, qui est très difficile à lire, je pense que je l'ai pas mal dit. Mais si vous en sentez capable, vraiment, je vous le recommande. Si vous vous intéressez à l'URSS, encore une fois, je vous le recommande. Et si vous ne connaissez rien à l'URSS, je vous le recommande aussi. Ça peut tout à fait se lire, même si on n'a pas forcément en tête les événements historiques. D'ailleurs, je crois qu'il y a un récapitulatif au début des principales dates. Je ne sais plus trop si c'est ça, il y a des repères chronologiques. Donc vraiment, pas besoin d'avoir des connaissances particulières sur le sujet pour s'intéresser à ce livre. Il se trouve qu'une fois que je l'ai fini, j'avais envie de continuer dans ces lectures de témoignages, qui n'est pas un genre que je lis habituellement. Et c'est à ce moment que Antastasia, que vous connaissez certainement, a sorti une vidéo sur des auteurs chinois
des auteurs contestataires du régime. Et elle a notamment parlé de ce livre que j'ai pu emprunter à ma bibliothèque, donc que je me suis empressée de lire, Des balles et de l'opium de Liao Yiwu. Voilà, prononciation sans doute imparfaite. Liao Yiwu, c'est un auteur, dont je ne vais pas vous parler plus que ça ici, je vous renverrai vers la vidéo d'Antastasia, je la mettrai en barre d'infos. C'est aussi un poète, et il s'est donc fait journaliste pour ce livre, où il est allé interroger des personnes qui ont participé aux événements de la place Tiananmen, donc aux manifestations et aux soulèvements contre le régime chinois. Et ces personnes ont été arrêtées et incarcérées en prison ou dans les camps, les laogai. Et ces personnes sont, au bout de plusieurs années, sorties et essayent de se réintégrer, plus ou moins, dans la société chinoise. Donc c'est vraiment un livre qui est un peu sur le même principe que celui que j'ai présenté précédemment, parce que ce sont des témoignages, une série de témoignages, mais on voit bien aussi la différence entre ces deux auteurs et autrices, parce que c'est pas présenté de la même façon. Dans La fin de l'homme rouge, dans tous les livres de Svetlana Alexievitch, on entend à peine sa voix. C'est des témoignages, ce sont presque des monologues ininterrompus, en tout cas dans la façon dont c'est présenté. Alors que pour le livre de Liao Yiwu, l'auteur est beaucoup plus présent. On voit ses recherches, comment il cherche à contacter ces personnes, comment il a entendu parler d'elles, comment il rentre en contact avec elles. Il y a ses questions pendant les entretiens. On peut lire aussi les questions, les conversations qu'il a avec eux, parce que c'est principalement des hommes. Et le livre est introduit par sa poésie. Il faut savoir que Liao Yiwu, c'est lui-même un dissident, c'est lui-même un intellectuel qui s'est opposé au régime, et il a lui aussi été arrêté et envoyé en prison. Donc le livre s'ouvre sur ses poèmes, c'est assez court, ensuite on a les témoignages, et ça s'achève sur son propre témoignage, c'est-à-dire qu'il va s'auto-interviewer, et il va donc lui-même témoigner comme les personnes qui l'ont précédé, et de façon aussi honnête et entière. Car ces témoignages sont parlent vraiment de choses qui sont intimes, qui sont difficiles à évoquer, donc on a vraiment une sensation de grande honnêteté. De la même façon que pour Svetlana Alexievitch d'ailleurs, qui arrive elle aussi à faire parler de choses très intimes. C'est vraiment des récits de vie, donc parfois ce qu'ils ont de plus difficile et de plus dérangeant. Voilà. Après son propre cette auto-interview, il va aussi parler de Liu Xiaobo, qui est un grand ami à lui, qui est aussi un intellectuel, qui a aussi été incarcéré pour s'être opposé au régime chinois, et qui est mort en étant incarcéré après avoir reçu le prix Nobel de la paix. Donc il va parler de cette amie qui compte beaucoup pour lui, et il va aussi parler de son épouse, Liu Xia, qui est elle-même une artiste, qui a elle aussi fait de la prison, et qui se retrouve, après la mort de son époux, condamnée à rester en Chine. En fait, elle n'a pas été jugée, elle n'a pas été incarcérée, mais le régime chinois refuse qu'elle parte de la Chine. Et en Chine, elle n'arrive pas à être soignée pour sa dépression très sévère, du fait de ce qu'elle a subi et du fait d'avoir perdu son mari emprisonné. Et donc Liao Yiwu s'est beaucoup investi et a beaucoup contacté des personnes avec qui il était en contact, des intellectuels avec qui il était en contact à l'étranger pour essayer de la faire sortir de Chine. Donc ça aussi, c'est raconté dans ce livre. Et ce livre s'achève sur le parcours personnel de Liao Yiwu, qu'est-ce qu'il a fait avant Tiananmen, pendant Tiananmen, après, parce qu'il s'est enfui pour essayer d'échapper à l'incarcération. Voilà. Et donc on a un portrait un peu plus complet de cet homme qui est assez impressionnant. Voilà. Donc c'est un livre que je vous recommande, vraiment, même si vous ne connaissez rien à la Chine, même si vous ne vous y intéressez pas forcément. Et même si vous y intéressez, je pense que vous apprendrez beaucoup de choses. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que Liao Yiwu a choisi de donner la parole à des personnes qui ne sont pas habituellement entendues. Parce que ce ne sont pas des étudiants, ce ne sont pas des intellectuels.
Ce sont des habitants de Beijing qui sont venus en aide aux manifestants, qui se sont eux-mêmes soulevés en voyant le gouvernement envoyer l'armée pour réprimer le soulèvement, tout simplement. Et c'est des personnes qu'on oublie souvent quand on parle de Tiananmen. C'est des personnes qui ont perdu énormément en cherchant à aider, en cherchant eux-mêmes à s'opposer à ce régime qui envoyait l'armée pour réprimer des étudiants non armés. Et c'est des personnes qui, après avoir été emprisonnées pendant plusieurs années pour des faits assez anodins parfois, ils n'ont tué personne, ils n'ont agressé personne. Ils ont fait plusieurs années en prison dans des conditions absolument atroces, où ils ont entre autres travaillé pour des entreprises, notamment parfois étrangères, donc pour produire des objets de consommation qui ont ensuite pu être vendus à l'étranger, à nos propres pays, et qui, une fois qu'ils ressortent, trouvent un pays complètement changé. Parce que si cet ouvrage intitulé Des balles et de l'opium, c'est parce que les balles, c'est pour la répression, et l'opium, c'est pour en fait les changements politiques et économiques qui ont eu lieu à cette période. C'est-à-dire que peu de temps après 1989, le régime chinois a décidé de s'ouvrir à l'économie de marché et a décidé de vendre un avenir meilleur à sa population en leur disant de s'enrichir, de travailler et de s'enrichir. Et donc les détenus sortent et ils trouvent ce monde complètement changé, qui a beaucoup évolué en peu de temps, et ils arrivent difficilement à trouver un emploi, ils arrivent difficilement à gagner de quoi subvenir à leurs besoins, et évidemment ils n'arrivent pas du tout à s'enrichir, s'ils le souhaitent même, parce qu'ils ne le souhaitent pas forcément. Et ce sont donc des parias. Dans cette société chinoise, ce sont des parias parce que ce sont des prisonniers, parce qu'ils n'ont jamais été réhabilités. Le régime qui les a fait mettre en prison, c'est le même qui existe encore aujourd'hui. Donc il n'y a eu aucun changement politique, il n'y a eu aucune réhabilitation. Je vais y arriver. Et ils ne sont absolument pas respectés. Et ce ne sont même pas des intellectuels qui peuvent être en contact avec l'étranger, essayer de vendre des textes à l'étranger, voire de s'exiler. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'autre choix que de rester en Chine. Et c'est vraiment très bien fait. Même littérairement, on voit très bien que Liao Yiwu et Sultan Alexievich ont un vrai talent littéraire, parce que malgré le fait que ce soit des témoignages, c'est vraiment, il y a un style. Et pour autant, on a vraiment l'impression d'entendre la voix de ces personnes. On n'a pas l'impression que c'est déformé, que ça a été réécrit, même si ça l'est certainement au moins un peu pour le rendre plus lisible. Ensuite, après Des balles et de l'opium, j'ai lu un livre qui est un peu différent. C'est Les Fossoyeuses de Taina Tervonen. Donc c'est un livre des éditions Marcali, une maison d'édition qui publie donc des ouvrages de ce qu'ils appellent creative non-fiction. Donc c'est un terme qui vient de l'anglais évidemment. Ce sont des ouvrages documentaires, des enquêtes journalistiques, pour beaucoup, qui ont une ambition littéraire. Voilà, ce sont des livres qui sont bien écrits, avec du style, ce ne sont pas de simples reportages. Et donc celui-là, Les Fossoyeuses, parle encore une fois d'un sujet très joyeux. Ça parle de l'après-guerre de Bosnie-Herzégovine, donc qui a fait partie des guerres des Balkans, dans les années 90. Et vous le savez sûrement, mais il y a eu pendant cette guerre un génocide. Donc le génocide bosniaque, où les Bosniaques ont été victimes d'épuration ethnique, de massacres, de déportations, de viols aussi. Et Taina Tervonen, donc, qui est une journaliste, elle s'intéresse, elle va dans ce pays, tout d'abord pour documenter l'ouverture d'un charnier. Parce qu'en fait, après la guerre, et
plus d'une dizaine d'années après la guerre, il reste encore des dizaines de milliers de disparus. Des personnes qui, il est fort probable, ont été tuées, mais dont on n'a pas retrouvé, identifié le corps. Alors pas retrouvé ou pas identifié le corps. Et donc cette journaliste va se retrouver en contact avec 2 femmes, Senem et Daria. L'une est anthropologue judiciaire, l'autre est enquêtrice. Et elle se charge d'essayer de retrouver, identifier les disparus. Donc elle y va tout d'abord, Taina Tervonen, pour l'ouverture de cette fosse commune, de ce charnier. Et elle va retourner plusieurs fois, plusieurs années d'écart dans ce pays, pour suivre donc cette recherche pendant plusieurs années. C'est un livre qui est vraiment bien écrit, qui se lit très facilement et qui aborde beaucoup de sujets différents, et notamment le silence. Parce qu'en Bosnie-Herzégovine, on parle peu de la guerre, et quand on parle, on en parle mal. Les communautés serbes, croates et bosniaques n'apprennent pas la même histoire. Il y a un déni assez important du génocide, voilà, avec ces propos comme quoi il y a eu des massacres dans tous les camps, il n'y a pas eu de génocide, quoi. Les jugements, parce que certains des commanditaires de ces génocides ont été jugés par la Cour internationale, et on n'en parle quasiment pas dans ce pays. Il n'y a que peu de commémorations, même s'il y a une récupération politique par les hommes politiques qui est assez dénoncée par les 2 jeunes femmes, les 2 femmes qu'elle suit, qui elles travaillent toute l'année donc à identifier ses morts pour Senem, qui est anthropologue judiciaire, et pour aller parler aux familles des disparus, pour Daria, qui, en fait, elle, son objectif, c'est d'aller récupérer le sang de ces personnes pour pouvoir voir leur ADN, pour pouvoir identifier les morts. Il y a aussi tout le silence du fait que, comme dans la plupart des génocides, les survivants, les survivantes vivent aujourd'hui avec les assassins, avec ceux qui ont perpétré ce génocide, ceux qui ont participé à ce génocide. Et tout le monde continue, toutes les personnes qui ont survécu continuent à vivre dans ce même pays, et donc on se tait, on ne dit rien. Là, le charnier qui est ouvert, il est immense, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont mortes. Et c'est un charnier qui a été réouvert vers la fin de la guerre, et plusieurs centaines de corps ont été déterrés pour être réenterrés ailleurs. Il y a eu un couvre-feu pour permettre de faire ça, les camions sont passés dans les rues, voilà, et on s'imagine que quand on déplace des milliers de cadavres, ça se voit, ça se sent. Donc, d'a priori, des centaines de personnes sont tout à fait au courant, et ce charnier est découvert plus de 15 ans après, et uniquement parce qu'un des conducteurs de ces camions a avoué, a indiqué où étaient enterrées ces personnes, a donné aussi un nombre, à peu près. Et il y a des personnes qui vivent à quelques dizaines de mètres, qui vivaient déjà là à l'époque de la guerre, et qui disent n'avoir rien su, rien vu, rien entendu, rien senti. Voilà, c'est vraiment... Je l'ai aussi mis dans cette vidéo parce que c'est aussi des témoignages, donc les témoignages des personnes qui travaillent donc, sur la recherche des disparus, mais aussi les personnes qui vont être rencontrées par Daria, retrouvées par Daria, qui pour certaines vont pouvoir parler pour la première fois en tout cas qui n'ont pas eu l'occasion de parler des personnes qu'elles ont aimées, qui ont disparu, qui n'ont pas forcément pu parler de ce qu'elles vivent depuis plusieurs dizaines d'années et attendre qu'on retrouve leurs proches. Donc c'est un livre qui est plein de témoignages. Il y a aussi un jeune traducteur serbe qui accompagne donc cette journaliste et qui découvre aussi des choses et qui découvre aussi le silence dans lequel il a vécu. C'est un livre qui est aussi difficile, moins je trouve que les 2 précédents, mais qui est quand même assez difficile,
qui est très bien écrit, qui est passionnant. Parce que moi je trouve que c'est passionnant ce qui se passe après, quand on arrête de s'y intéresser, quand on arrête de filmer, quand on arrête de faire des reportages. Parce que Taina Tervonen, elle est un peu la seule là à couvrir l'ouverture de ce charnier, ça n'intéresse plus personne. Ça intéresse d'autant moins que ce ne sont pas des massacres qui sont connus. Ce n'est pas le siège de Sarajevo, ce n'est pas le massacre de Srebrenica. Ce ne sont pas des événements qui ont fait l'actualité, qui ont marqué l'actualité de la même façon. Et pas grand monde s'y intéresse en dehors du pays, et pas grand monde dans le pays non plus ne s'y intéresse, en dehors des hommes politiques qui vont faire de la récupération, parce que c'est trop douloureux, c'est trop difficile, c'est trop récent, et qu'il y a aussi tout ce négationnisme qui existe, et qui a aussi un but, qui sert aussi à faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre après, mais qui aussi déforme la réalité de ce qui s'est passé, et beaucoup craignent, préparent aussi des prochains affrontements, parce que chaque communauté va vivre un peu plus refermée sur elle-même et à ne se souvenir que des massacres que ces communautés-là ont subis, et à entretenir des divisions, et à entretenir des ressentiments, des rancunes, et le souvenir des violences qui ont été subies, mais pas celles qui ont été causées. Et beaucoup témoignent que c'est une société qui est beaucoup plus fracturée qu'avant la guerre, qui est beaucoup plus divisée qu'avant la guerre, et craignent bien une nouvelle guerre dans ce pays. Voilà. C'est un livre qui est vraiment très beau. En plus, les éditions Marcali a fait un vraiment très beau travail avec ce livre. Je vous recommande d'aller voir ce qu'ils font. Peut-être que ce sujet-là ne vous intéresse pas, encore une fois, je vous le recommande. Mais il y aura peut-être d'autres livres de cette maison d'édition qui pourront vous intéresser. Voilà. Donc, on arrive sur le dernier livre, qui est encore une fois un peu différent, qui encore une fois parle d'une guerre, une guerre qui n'est pas finie. C'est la guerre de Syrie. Voilà, donc le livre c'est Hommage au Rojava, et vous pouvez voir vous n'avez peut-être pas pu voir. Le sous-titre c'est Les combattants internationalistes témoignent. Donc voilà, c'est explicite. C'est un livre qui a été écrit par des personnes étrangères à la Syrie, notamment des Occidentaux, qui se sont portés volontaires pour aller au Rojava, pour aller combattre aux côtés des Kurdes et des résistants autres que Kurdes, contre Daesh, contre le régime d'Assad, mais aussi contre le régime turc, qui attaque toujours les Kurdes, notamment qui cherche à créer un État au Rojava qui serait un État ouvert à toutes les communautés, un État féministe, un État écologiste, un État démocratique. Donc c'est vraiment une révolution, c'est vraiment la construction presque d'une utopie, mais qui est en cours, qui est vraiment en train d'arriver, où des personnes se battent pour pouvoir le faire dans ce pays qui est victime d'une guerre civile depuis de nombreuses années maintenant. Et ces combattants internationalistes ont décidé de participer à cette révolution, ou ont décidé d'aller lutter contre Daesh. Les motivations diffèrent. Et ces témoignages ne sont pas des témoignages qui ne sont pas des entretiens. C'est des témoignages qui sont écrits par les personnes elles-mêmes. Voilà, donc c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment les personnalités très diverses, parce que certains, c'est surtout des hommes, il y a quelques femmes aussi dans ce recueil, mais c'est surtout des hommes. Certains vont parler plutôt des idéaux qui sont défendus au Rojava. Certains vont plutôt parler de la guerre, des combats. D'autres vont parler de ce qui se passe entre les combats. Beaucoup vont parler des camarades qu'ils et elles ont rencontrés. On retrouve tout au long du livre la culture des martyrs. C'est quand même très fort. Il y a vraiment une culture des martyrs qui est extrêmement importante au Rojava, pas qu'au Rojava d'ailleurs, mais voilà, au Rojava, là, c'est le sujet, il y a une culture des martyrs qui est très forte, donc on rend hommage aux personnes qui sont mortes en défendant donc, ces idéaux.
Donc on a des personnalités très différentes qui sont venues avec des raisons différentes, avec un parcours qui n'est pas le même, et qui chacune disent ce qu'elles tiennent à partager, qu'elles tiennent à transmettre, mais en tout cas ce sont toutes des personnes qui sont fières d'avoir défendu, d'être allées au Rojava et d'avoir défendu donc ce pays qui est en construction. Voilà, c'est un livre dont je ne pourrais pas beaucoup plus vous parler. Déjà parce que ça m'est difficile, pour moi c'est difficile de parler de la Syrie. Je pense que comme beaucoup de monde qui va me regarder, j'ai un peu été pour la première fois confrontée à la guerre, bon, sans le vivre évidemment, mais vraiment confrontée à la guerre et à toutes les horreurs de la guerre avec la Syrie. Moi j'étais une jeune adolescente quand la guerre civile a commencé, et puis pendant les printemps arabes. Voilà, donc c'est un livre qui est dur à lire, j'ai mis beaucoup de temps à le lire, je lisais témoignage par témoignage, en plus pour une raison qui m'échappe un peu, je lisais principalement dans le train, donc à chaque fois que j'avais un trajet en train, je le prenais et je lisais 1, 2 ou 3 témoignages, suivant la taille. Et c'est donc un livre que j'ai fini récemment, qui est assez bouleversant, et que je vous encourage vraiment à acheter et à lire. C'est un livre de poche, il coûte pas cher, il coûte 10 €. Et ce sont des témoignages qui sont assez précieux. Alors évidemment, c'est des personnes qui défendent la révolution au Rojava, donc hein, c'est évidemment beaucoup plus orienté, j'ai envie de dire, que les livres que j'ai présentés précédemment, mais ce sont quand même des témoignages qui sont très précieux, de personnes qui sont très courageuses. Voilà. Et qui rendent hommage au Rojava, qui rendent hommage à cette révolution qui est en cours, toujours en cours, et qui est toujours menacée. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. J'ai évoqué des sujets assez lourds. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien le faire. Voilà, je commence tout juste à tourner des vidéos. Je suis vraiment pas à l'aise. J'espère que ça se ressent pas trop et que c'est pas trop désagréable au visionnage. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez peut-être appris certaines choses, qu'en tous les cas ça vous a donné envie de lire certains de ces livres. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire. N'hésitez pas à me dire certains peut-être des livres que vous-même avez lus et qui s'en rapprochent par leur portée de témoignages de l'histoire, de témoignages intimes sur l'histoire. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo.